Nous sommes en 1956 et Shirley Hitching, âgée de 15 ans, habite une petite maison victorienne des plus ordinaires au 63 Wycliffe Road dans le quartier de Battersea à Londres. Dans cette maison vit aussi son père Walter, chauffeur de métro, sa mère Kitty, ancienne employée de bureau, handicapée dans un fauteuil roulant, son frère adoptif d'une vingtaine d'années John et la grand-mère Ethel. Un matin de janvier, Shirley trouva une clé en argent gravée sous son oreiller. Intriguée, elle la montra à ses parents qui l'examinèrent avec étonnement. La question que tous se sont posée, mais à qui appartient donc cette clé ? Son père, intrigué, l'essaya dans toutes les serrures de la maison, mais elle n'ouvrait aucune porte, aucun placard, rien. Finalement, il la posera sur la cheminée et personne ne la reverra jamais. Le soir venu, tout le monde alla se coucher comme d'habitude en oubliant cette clé. Shirley dira « Cette nuit-là, nous avons été réveillés à 2h du matin par des coups horribles provenant des murs et des planchers. Les bruits ont réveillé tout le monde, y compris les voisins d'à côté et ceux d'en face. Ces bruits semblaient provenir des entrailles de la terre. Ça a continué toute la nuit jusqu'au lever du jour, nous avons été traumatisés. Je me souviens m'être accroché à mon père en lui disant « S'il te plaît, fais que ça s'arrête ». Et il m'a répondu « J'aimerais bien pouvoir le faire, ma fille ». Au cours des semaines suivantes, les bruits se répétèrent toutes les nuits, terrifiant la malheureuse famille. En plus des coups intenses, des grattements se faisaient maintenant entendre de l'intérieur des meubles. Shirley racontera plus tard « J'ai entendu des grattements venant de la tête de mon lit. C'était horrible, je ne savais pas ce qui m'arrivait. » Alors comme plus personne n'arrivait à dormir, ses parents décidèrent de prévenir les autorités. Elle dira aussi à l'époque, toute la maison tremblait comme dans un bombardement aérien. Tous ces bruits auraient duré 2 ou 3 semaines. La police et les pompiers auraient même été appelés. Un policier serait venu pendant la journée et malheureusement pour la famille ne constatant rien, il aurait dit aux grandes dames de la famille « Je pense que toute la maison a bu un peu trop de cacao. » Sûrement l'humour anglais. Quelques jours plus tard, épuisé, Walter dut se résoudre à abandonner son travail. Depuis la visite de la police, les manifestations seraient devenues de plus en plus fréquentes. Et surtout, encore plus terrifiantes. Des horloges flottaient dans les airs, des casseroles, des poêles traversaient la cuisine en volant, des chaises se déplaçaient mystérieusement d'un endroit à un autre, et le piano aurait joué de son propre chef. Un gant se serait même mis à voler tout seul et serait parvenu à frapper le père au visage. Sa femme, Cathy, pensait que la maison était hantée par un fantôme bruyant. Elle le surnommait Donald, comme le canard de Walt Disney, qui lui-même était réputé pour son mauvais caractère. Dans les jours qui suivirent, Donald serait devenu encore plus menaçant. Des bruits de claquements auraient commencé à retentir pendant la journée aussi. Les casseroles posées sur la cuisinière ou celles qui pendaient au mur se seraient même mis à s'envoler sur les habitants de la maison. Parfois, elle se serait mise à planer et frapper les murs. L'horloge se serait soulevée de la cheminée et aurait flotté à travers la pièce en se posant très doucement sur la table à manger. Des choses se seraient mises à tourbillonner dans la pièce, obligeant les habitants à sortir. Une nuit, Shirley aurait senti ses draps glisser le long de son corps. Horrifiée, elle se serait mise aussitôt à hurler. En entendant ses cris, ses parents se précipitèrent à son secours. Ils attrapèrent les draps pour essayer de la recouvrir et des mains invisibles se seraient mises à tirer dans l'autre sens. Au même moment, son corps serait devenu raide comme une pierre. Son dos se serait cambré et elle se serait soulevée à plusieurs centimètres de son lit. Sa grand-mère, qui la pensait possédée, commençait à l'asperger d'eau bénite dans l'espoir de chasser l'esprit, mais sans résultat. Shirley dira plus tard de cet événement « Je me souviens que les draps ont été arrachés et qu'on m'a soulevé de mon lit.
Je flottais au-dessus du lit quand on m'a tiré vers le bas. J'étais rigide. Ma grand-mère, qui était très catholique, pensait que j'étais possédé par le diable. Je pensais que je devenais folle. Je pleurais tout le temps. J'étais vraiment traumatisé. Donald, l'esprit frappeur, aurait à ce moment-là commencé à la tourmenter en permanence. Il l'aurait projetée en avant, ou la souleverait dans les airs sous les yeux épouvantés de ses amis qui la pensaient possédée eux aussi, et dont les visites se faisaient de plus en plus rares. Une voisine compatissante, Lily Lane, proposa de l'héberger pendant quelque temps. Elle aurait dit « Je l'ai prise dans ma maison et les bruits ont commencé. Ils n'ont pas cessé jusqu'à temps qu'elle parte. » Shirley commençait à être à bout. Le fantôme d'après elle la suivrait partout, même dans le magasin de vêtements de Selfridge, où elle travaillait comme couturière à temps partiel. Il aurait manifesté sa présence en faisant du bruit ou en dérobant de petits objets. Après avoir remarqué la disparition de 4 ou 5 paires de ciseaux, ses employeurs la questionnèrent. Et malheureusement pour elle, elle va leur parler naïvement de Donald. Ne la croyant pas et la prenant pour une voleuse, les patrons appelèrent une infirmière pour la déshabiller et la fouiller. Malgré le fait qu'ils ne trouvèrent rien, la pauvre fille fut immédiatement renvoyée. Informé de la situation, Harry Hanks, chauffeur de métro et médium à temps partiel, proposa à Walter d'exorciser sa fille. Hanks était un médium et sa femme aussi. Collègue du père, il aurait dit pouvoir les débarrasser de Donald. La famille décida donc d'aller chez lui un vendredi soir. Sur place, il y avait sa femme, un autre couple de médiums et un prêtre. Ils auraient décidé d'entrer en contact avec Donald et de le chasser. Tous assis en cercle, en se tenant la main, Hanks serait rentré en transe et le prêtre aurait jeté de l'eau bénite sur la pauvre fille. L'esprit frappeur serait devenu fou. Le crucifix aurait traversé la pièce et les rideaux se seraient déchirés en lambeaux, comme si quelqu'un les avait lacérés avec un couteau. Prévenu par un coup de fil anonyme que des actes de magie noire et de sorcellerie se dérouleraient à cette adresse, la police fera irruption dans l'appartement au même moment. Et là, l'affaire prit de l'ampleur et se transformera rapidement en scandale. Les membres de la Chambre des communes se mettront même à débattre de la hantise. Et un député aurait même demandé à la police de présenter ses excuses à Harry Hanks pour l'intrusion injustifiée. De nouvelles tentatives de séances de spiritisme et d'exorcisme furent ensuite organisées pour tenter de rentrer encore en contact avec Donald. Mais le tout restera sans succès. Vers le milieu du mois de février, des rumeurs se mirent à courir que la maison située au 63 Wycliffe Road serait hantée par un fantôme. Ni une ni deux, la presse se mit à assiéger la famille. Les journaux locaux prétendaient que l'esprit était romantiquement obsédé par Shirley. Mais l'hypothèse était loin de faire l'unanimité. La plupart des gens l'accusaient d'avoir tout inventé et de provoquer les événements inexpliqués. La pauvre fille dira plus tard « Tout le monde me pointait du doigt. Je savais que je ne faisais pas ça. J'avais été élevée pour toujours être honnête et ne jamais mentir. À un moment donné, papa m'a demandé si c'était moi et je lui ai dit non. Et il m'a répondu « C'est bon pour moi ». Le Daily Mail, qui avait eu vent de l'histoire, rentra alors en contact avec la famille. Shirley se rendit au journal et dut se laisser fouiller pour prouver qu'elle ne cachait rien. Après cette rencontre, le tabloïd publiera un article à sensation titré « Les bruits mystérieux qui hantent Shirley ». Et c'est là que l'affaire prit un autre tournant et devint brusquement populaire. Peu de temps après la sortie de cet article, Walter accompagna sa fille jusqu'au studio de la BBC, où elle avait rendez-vous. Shirley dira plus tard « Nous sommes montés dans le bus et le métro. Papa m'a emmené. Quand nous sommes arrivés au studio, Donald était en train de frapper. Il m'avait suivi.
Nous attendions dans la petite salle verte et les journalistes me posaient des questions. Ils tapaient tranquillement sur la table et ils l'ont tous entendu. Ils disaient « Oh super, tu vas passer à la télévision !» Cliff Mitchellmore, présentateur de la BBC, confirmera la rencontre fantomatique dans sa mémoire. Il dira aussi que Donald avait réellement manifesté sa présence dans le studio. Toute cette agitation finira par attirer l'attention d'un certain Harold Chibet, surnommé Chib. Inspecteur des impôts le jour, chasseur de fantômes la nuit, il était connu et respecté de tous. Chib dira à la famille « Je sais exactement ce que vous vivez. Vous avez un poltergeist dans votre maison et je peux vous aider. » Toute la famille restera époustouflée. Shirley dira plus tard « J'étais horrifié. Nous n'avions jamais entendu parler de poltergeist auparavant. Nous avions peur. Et je me suis dit, c'est la fin, on va tous mourir. » Au cours des mois suivants, Harold passera des jours et des nuits à consigner tous les événements de la maison. Et il finira par devenir un ami très proche de la famille. Shirley dira « Monsieur Chibet était un homme gentil et doux. Il avait l'habitude de faire de petites expériences avec moi et Donald. Et il était parfois un peu déconcerté. Il nous a expliqué que nous devions essayer d'entamer une conversation avec le poltergeist. Cela a pris plus d'1 an, mais il a fini par atteindre l'esprit que ma mère Kitty avait baptisé Donald d'après Donald Duck. Un jour, il apporta avec lui des cartes recouvertes de lettres de l'alphabet. Après les avoir étalées sur une table, tel un Ouija, il se mit à poser des questions, demandant au fantôme de répondre en faisant retenir 1 coup quand il pointait la bonne lettre du doigt, 2 coups quand il en désignait une mauvaise. Il s'aperçut alors que certains de ces mots étaient dans une langue étrangère. « Es-tu français ?» finit-il par lui demander, et un énorme bang résonna sur toute la table. Après cette révélation, Harold commença à lui poser des questions en français. Donald prétendait avoir peur, mais Shirley ne ressentait aucune compassion pour lui. « Nous nous sentions absolument pas désolés pour lui, avoua-t-elle. Nous lui avons juste dit de s'en aller. » Encouragé par l'expérience, Harold proposera au fantôme de communiquer par écrit. Visiblement enchanté, Donald se mit alors à taper sur la table de plaisir. Shirley nous dira plus tard « Chib posera un stylo à billes avec du papier sur une table, demandant à Donald d'écrire un message. Nous l'avons laissé tranquille en allant dans la cuisine. Quand nous sommes retournés dans la pièce, c'était vraiment effrayant. Il y avait un message avec une écriture tremblante où il y avait écrit « Shirley, je viens ». Il a fallu des mois avant que nous ayons une écriture lisible. Donald disait qu'il ne pouvait pas écrire avec le stylo. Il voulait une plume. La pièce où avait été écrit le message, la seule avec une serrure, devint alors la chambre de Donald. Tous les soirs, Harold posait une feuille et un stylo sur la table, puis il verrouillait la pièce et emportait la clé chez lui. Le poltergeist leur laissait régulièrement des messages sur le papier ou même sur les murs. Certains qui étaient redirigés dans un mélange surprenant de français et d'anglais se révélaient incompréhensibles. Ils étaient parfois destinés à Harold, qu'il appelait « mon cher Chibet », mais souvent ils étaient pour Shirley, et il se montrait plaisant envers elle et tentait de la distraire. Elle dira que les pantoufles se promenaient seules dans la pièce. Elle était devant le feu et c'était celle de son père. Elle se soulevait dans les airs et elle les poursuivait dans le couloir et dans la chambre. Elle essayait de les attraper, bref, elle jouait avec lui. En mai 1956, il leur révéla enfin son identité dans une lettre rédigée avec des phrases de français soutenues. Il prétendait être Louis-Charles, fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, que son décès le 8 juin 1795 avait fait l'objet de nombreuses spéculations. Il prétendait ne pas être mort à l'âge de 10 ans, mais avoir échappé à ses gardiens et s'être noyé sur la route de l'exil vers l'Angleterre.
Son histoire était quelque peu changeante et contradictoire. Mais il donnait quand même de nombreux détails peu connus, dont les noms de ses gardiens par exemple. Harold vérifiera les renseignements ainsi obtenus dans les archives parisiennes et ils se révélèrent exacts. Donald commença alors à exiger de Shirley un certain nombre de choses, comme de s'habiller correctement ou de se coiffer de telle ou telle manière. Si par malheur elle refusait, alors il ravageait les chambres et la maison se transformait en zone de guerre. À une occasion, il lui ordonna de contacter Jeremy Spencer, promettant de causer du tort à l'artiste si elle n'obéissait pas. Bizarrement, Jeremy Spencer se retrouva impliqué dans un accident de voiture peu de temps après. Shirley dira « Donald s'est mis à faire des demandes, voulant que je porte mes cheveux d'une certaine manière, puis il nous a menacés, disant qu'il allait mettre le feu à la maison. Papa prit peur et enferma toutes les allumettes et les couteaux sous clé. Mais cela n'a servi à rien, parce que des incendies se sont déclarés partout dans la maison. Nous marchions tous sur des œufs. Nous devions faire attention à ce que nous disions. Nous ne voulions pas le contrarier. » Elle dira aussi « Tout a commencé le jour où il a empilé tous les torchons sur une cuisinière électrique. Ils ont pris feu et papa dut éteindre l'incendie. Une autre fois, il a mis le feu au double lit de ma mère. Papa s'est précipité pour essayer de combattre les flammes et pendant qu'il le faisait, quelque chose l'a tiré par le bras. Les pompiers sont arrivés, ils l'ont emmené et une ambulance a été appelée parce qu'il s'était brûlé tout le bras. Quand ils sont arrivés à l'hôpital général de Battersea, les secours ont commencé à nettoyer son bras, puis ils l'ont photographié et le médecin a dit qu'il avait été griffé par un animal sauvage. Il a eu des blessures horribles pendant environ 3 mois à cause des brûlures et des 3 marques de griffes, des entailles profondes le long de son bras. Parfois, le fantôme faisait apparaître des marques sur le visage de Shirley. Elles ne ressemblaient pas à des griffures ni à des brûlures, mais à des dessins sous la peau, dira son père. Voici un extrait du journal du père de Shirley. 18h30. Une fois encore, Shirley a une trace sur le haut du visage. Les marques sur le visage de Shirley sont sous sa peau, du haut de son front jusqu'au milieu de son œil droit. 10h15. Je dois voir Jérémy demain, tu l'as promis. Shirley a une nouvelle fois été marquée au visage. Ethel, la grand-mère de Shirley, continuait de penser que Donald n'était pas un fantôme, mais le diable en personne. Elle ne l'aimait pas, et il se vengeait en essayant de la faire tomber dans les escaliers. Une nuit d'octobre 1956, des objets commencèrent à léviter, puis des chuchotements s'élevèrent dans les airs, et une voix se mit à parler en irlandais. Ethel reconnut aussitôt la voix de sa mère. Shirley nous dira « Mamie s'est effondrée parce que c'était la voix de sa mère. Elle lui a répondu et s'est rendue dans sa chambre. » Quelques jours plus tard, la grand-mère aura un accident vasculaire cérébral et décédera peu de temps après. Avec le temps et l'aide inestimable d'Harold Chibet, la famille s'habitua à la présence du fantôme. Et les phénomènes se firent de moins en moins violents. En 1964, Shirley s'installera à Latchmere Road avec ses parents et Donald la suivit. Elle n'en pouvait plus. « Il a ruiné ma vie », raconta-t-elle ensuite. « Il m'a volé mon adolescence. » Un jour, le premier petit ami de Shirley serait venu à la maison et aurait provoqué Donald en lui disant « Allez Donald, montre-nous ce que tu sais faire. » Mais il prit rapidement la fuite après avoir pris un bol sur la tête. Shirley se maria en 1965. 2 ans plus tard, elle ira s'installer à Bognor Regis, dans le Sussex, avec son mari Derek et leur fils David. Elle pensait trouver la paix. Mais elle se trompait et dira plus tard « J'ai dû attendre 21 ans avant de pouvoir obtenir un semblant de normalité. Et même alors, il s'est immiscé dans ma vie. Nous n'avions pas de téléphone.
mais Donald laissait des messages en me disant ce que mes parents faisaient à Londres. Et il disait à mes parents ce que nous faisions dans le Sussex. Il écrivait des messages et les laissait un peu partout dans notre maison. Donald disparut définitivement au bout de 12 ans, en 1968, après avoir écrit entre 3 et 4 000 messages, avec un nombre stupéfiant de 60 par jour au plus fort de la hantise. À cette époque, Shirley était âgée de 25 ans et elle vivait toujours dans le Sussex avec son mari et son fils. Elle nous dira par la suite « Un jour, je suis allé à la cabine téléphonique et j'ai appelé mon père. Il m'a dit « Nous avons eu un message. Donald est parti. Il a juste laissé un message à mes parents en disant « Mon travail est terminé, au revoir ». Ma mère était en deuil, elle considérait Donald comme un fils. Mais papa et moi, nous étions vraiment ravis. C'est étonnant qu'aucun d'entre nous n'ait souffert de dépression nerveuse. Mais nous étions une famille très forte et je pense que c'est ce qui nous a permis de nous en sortir. Shirley reprit alors le cours de sa vie sans Donald et dira plus tard « J'évitais d'y penser car je ne voulais pas qu'il revienne. J'avais tellement peur que cela arrive à mes 2 enfants quand ils auraient 15 ans. » Elle espérait ne plus jamais en entendre parler. Mais un jour, alors qu'elle visitait une foire artisanale, un médium s'approcha d'elle pour lui dire qu'elle était suivie par un petit garçon aux cheveux roux habillé d'un costume de satin bleu. À sa description, Shirley reconnut immédiatement Louis-Charles de France, tel qu'il était représenté sur la carte postale que lui avait offerte Harold Chibet. Donald continuait-il à la suivre ? Des années plus tard, lors d'une séance de spiritisme avec sa fille Karen, elle reçut un message d'un esprit se présentant comme l'esprit d'un enfant. Il a dit qu'il était désolé pour tout ce qu'il avait fait, rapporta-t-elle. À sa mort, Harold Chibet lui légua toutes ses notes et elle s'en servit pour écrire un livre relatant son expérience, The Poltergeist Prince of London. Elle dira « C'est grâce à lui que j'ai tout cela aujourd'hui car il m'a laissé ses dossiers comme un journal quotidien de ces 12 années. » La maison du 63 Wycliffe Road a été détruite vers la fin des années 60 et n'a jamais été reconstruite. Son numéro n'a jamais été réattribué. Il a simplement disparu comme Donald. Aujourd'hui, Shirley vit dans le sud de l'Angleterre. Âgée de 81 ans, elle est mère de 2 enfants, David 55 ans et Karen 53 ans, grand-mère de plusieurs petits-enfants. Mais elle reste toujours traumatisée par son expérience. Elle conclura son récit en disant « Je suis contente qu'il soit parti, je ne voudrais plus jamais revivre ça. Même maintenant, je deviens un peu nerveuse dès que j'en parle. Mais je le mets hors de mon esprit et je prétends que rien ne s'est jamais passé. Il m'a volé mon adolescence et mon jeune âge adulte. Je ne peux pas lui pardonner cela. Mais malgré ce qu'il nous a fait subir, c'est l'histoire de Donald. Il est venu pour une raison, il est peut-être encore là-bas, mais je n'en suis pas sûr.